Alors, j'espère que tout le monde m'entend correctement. Bienvenue à cette deuxième journée du colloque Collabora, la fabrique de la participation culturelle. Donc, nous ouvrons ce matin la troisième session qui a pour thématique les défis de la plateformisation. Nous entendrons sur cette troisième session donc 4 communications. Nous commençons avec celle d'Olivier Cuyas de l'Université Paris-Nanterre et du laboratoire d'ICEN IDF, qui va nous parler des formes publiques de courtage informationnel. Et ensuite, nous aurons 3 autres communications que je présenterai au fur et à mesure. Donc, pour vous rappeler un petit peu dans quel dispositif technique nous sommes, donc chaque communication a un temps de 15 minutes à peu près, de 15 minutes à respecter pour que l'on puisse tenir dans les temps. Nous sommes en mode webinaire pour pouvoir gérer l'afflux, de personnes, donc 15 minutes à respecter. Vous pouvez donc envoyer vos questions dans le chat et à la fin des 4 participations, à la fin des 4 communications, eh bien, nous ferons une petite synthèse et on donnera la parole aux participants pour répondre à toutes les questions que du coup je vais recenser au cours des différentes communications. Voilà, sans plus tarder, pour ne pas que l'on déborde, je vais donner la parole à Olivier Cuyas et je vous reprends tout à l'heure. Donc, Olivier, je te laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Merci Virginie. Je lance mon chrono. Oui, donc je voulais faire un point sur une partie de ma thèse qui a porté donc sur le fait de discuter des formes publiques de courtage informationnel à travers l'exemple des services géoculturels. Alors c'est vrai que le développement des plateformes d'accès au contenu culturel, on le sait, il est porté principalement par des acteurs privés et le fonctionnement et les modèles économiques de ces plateformes ont fait l'objet de plusieurs études, notamment en sciences de l'information et de la communication. Je pense aux travaux de Bouquillon, Miège, Meuglin notamment. Puis depuis la fin des années 70, les chercheurs en infocom ont défini 5 modèles que je ne vais pas détailler ici, que vous connaissez peut-être: éditorial, le flow, le club, le compteur. Et le courtage informationnel, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça permet de décrire et d'analyser les relations entre les acteurs en jeu au sein de la filière des industries culturelles. Alors, ce dernier et 5e modèle, celui du courtage informationnel, il a été défini par Pierre Meuglin et il donne des clés pour observer les plateformes d'accès au contenu culturel numérique, donc qui peuvent nous intéresser, je pense, aujourd'hui, en plaçant au cœur de l'analyse le rôle central d'intermédiation joué par le courtier. C'est qui ce courtier? C'est celui qui s'occupe cette fonction centrale et qui commercialise en quelque sorte la mise en contact, c'est-à-dire le fait de trouver le produit ou le contenu culturel qui nous intéresse en fonction de ce qu'on recherche. Alors, ce modèle du courtage informationnel, il permet de décrire de manière assez fine tous les nouveaux acteurs de la filière de l'infomédiation. Alors, au début, bien sûr, ça concernait beaucoup les grands moteurs de recherche, Google ou Baidu. La communication que je vais vous faire aujourd'hui, elle permet de rendre compte de l'analyse de plateformes qui ont été portées par la puissance publique. En l'occurrence, c'était plutôt par des collectivités régionales ou des opérateurs des régions, et de voir en quoi leur fonctionnement, leurs objectifs, leurs modèles se rapprochent ou diffèrent des grandes plateformes privées qu'on peut connaître. Alors, plus précisément, mon étude porte sur les services géoculture. C'était un service culturel numérique innovant qui a été développé en ex-région Limousin à la fin des années 2000. Donc ce service, le Limousin vu par les artistes, ça offre un accès à plus de 1500 œuvres ou extraits d'œuvres qui sont en lien avec le Limousin. On a une interface Internet et une application mobile. Donc, tous les domaines culturels sont concernés, les arts plastiques, la littérature, le cinéma, la musique, l'architecture, les arts décoratifs sur une période très longue allant du Moyen-Âge à la création contemporaine. Donc, les œuvres proposées sont à la fois des œuvres qui sont tombées dans le domaine public, mais aussi des œuvres sous droit, donc ce qui peut conduire les porteurs du service à devoir négocier parfois la cession de droits avec des artistes et des ayants droit.
Alors, l'observation que j'ai menée sur ce service a été une étude à la fois quantitative et qualitative des usages de cette interface. L'étude quantitative comprend l'analyse de la fréquentation et du comportement des visiteurs sur le site Internet de Géoculture pendant 3 années. Et puis, on l'a complété avec un questionnaire en ligne qui a été rempli par 140 usagers du service. L'étude s'est doublée de l'étude d'un autre service qui est né des géocultures et qui s'appelle La France vue par les écrivains, qui a été développé entre 2012 et 2014. C'était une expérimentation qui associait 10 structures régionales pour le livre en France. Et le but était de créer une cartographie littéraire numérique de la France. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure parce que ce service-là était un service qui était vraiment très participatif, c'est-à-dire qu'il souhaitait faire appel aux lecteurs qui puissent dire moi, dans tel roman, j'ai repéré qu'on parle de tel lieu que je connais, que je suis capable de géolocaliser. Alors, globalement, on va estimer que l'étude de cette plateforme donne 4 caractéristiques qui peuvent peut-être être discutées, des caractéristiques qui, à mon sens, on a déjà retrouvées hier et qu'on retrouvera probablement peut-être aujourd'hui. La première caractéristique, c'est une notion de coopération, c'est-à-dire que ces plateformes portées par la puissance publique font que le courtier public est celui qui est au centre de la coopération entre les différents acteurs publics, les collectivités locales, l'État, l'Europe. Dans l'occurrence, on avait là les comités de tourisme, les institutions scolaires, les musées, les bibliothèques, aussi des acteurs privés, des artistes, des écrivains, des producteurs de contenu. Donc, la position centrale du courtier fait qu'il est reconnu par l'ensemble des parties comme celui qui est le plus légitime pour porter et animer la plateforme. Ça veut dire que ce service, il ne peut se développer que si l'ensemble des acteurs impliqués dans son fonctionnement y trouvent un intérêt. Là, on retrouve une description de ce que Howard Becker a très bien décrit déjà dans les mondes de l'art dans les années 80. Il faut une coopération, et cette coopération, elle marque une différence essentielle avec les plateformes privées qu'on peut voir, dans la mesure où ces dernières ont plutôt tendance à imposer leur modèle économique à la fois aux producteurs de contenu et aux ayants droit. Vincent Bulik n'est pas encore arrivé, mais il travaille beaucoup, il a beaucoup écrit sur ce rapport contraignant aux ayants droit. Deuxième caractéristique, la plateforme est conçue pour être dupliquée et son modèle disséminé dans un but de partage d'expériences et de bonnes pratiques avec d'autres acteurs publics et parapublics. C'est une chose dont on n'a pas beaucoup parlé hier, mais qui me semble intéressante quand on a une plateforme et notamment quand on a des structures techniques, on est susceptible de les partager avec d'autres et notamment avec d'autres acteurs publics. Évidemment, ce point, ça marque une différence importante avec les plateformes privées, parce que ces dernières, elles font le choix souvent de proposer des contenus culturels sur des formats dont elles sont propriétaires, et elles contraignent les usagers à utiliser ces plateformes de manière quasi exclusive. L'exemple le plus évident, évidemment, c'est si vous utilisez le format ASW3 d'Amazon, vous êtes un peu enfermé dans la lecture numérique au sein de votre Kindle. Alors, troisième fonction intéressante, c'est le fait que cette fonction de courtage public se caractérise par une neutralité vis-à-vis des contenus culturels. Le courtier ne tire pas de bénéfices économiques à son action de courtage, mais il agit dans le cadre d'une mission de service public qui cherche à remplir des objectifs d'intérêt général. Alors, c'est la valorisation des artistes, la valorisation des écrivains, mais aussi la valorisation des territoires. Au contraire, les plateformes privées cherchent à la fois à tirer profit de la mise en contact de l'amont de la filière, mais aussi de l'aval. On a aussi, évidemment, vous le savez, une forte tendance à commercialiser une grande masse de données personnelles des utilisateurs liés à ces plateformes. Évidemment, ce n'est pas le cas de ces plateformes. Quatrièmement, la fonction de courtage public telle que nous l'avons analysée dans les services d'accès au contenu culturel comprend une grande part d'éditorialisation des contenus. Là, c'est une partie qui est très connue, qui est très analysée par d'autres chercheurs. Elle permet de mettre en avant des contenus culturels, par exemple des artistes non attendus par les usagers, et de renforcer l'attractivité du service
On le sait, à l'inverse, les plateformes privées vont privilégier des pratiques d'automatisation à la fois de l'amont et de l'aval de la filière, et elles s'appuient majoritairement sur des fonctions algorithmiques notamment. Alors, je voudrais faire un petit point parce que c'est vraiment le thème de cette partie sur la contribution directe du public. Cette contribution directe du public, elle n'était pas très importante dans notre service géoculture. D'abord parce qu'on avait un comité scientifique qui choisissait les œuvres avec un vrai comité de sélection avec un regard très du haut vers le bas, avec beaucoup de représentants du ministère de la Culture et avec un besoin de filtrer, de dire les œuvres qui sont sur Géoculture sont des œuvres qui sont reconnues de qualité, c'est une excellence culturelle et quelque part, on a une vraie différence avec, par exemple, je sais pas, un site comme Flickr, par exemple, qui peut permettre de géolocaliser des dizaines de millions de photos. Donc, on avait vraiment le choix de dire on va choisir, par exemple, des photographes ou des photographies qui semblent intéressantes, mais le risque qu'on a là, qui a été reproché aux porteurs du projet, c'est de reproduire une forme d'art officiel un peu à l'ancienne, une pratique un peu malrussienne qui perdurerait. Alors, même sur le service de la France vu par les écrivains, qui était un service beaucoup plus ouvert à la contribution de ce qu'on appelait des géoculteurs, eh bien, on avait une nécessité forte de modérer, de vérifier les extraits d'œuvres qui étaient proposés. Et là, on avait un rôle important de modération des bibliothécaires avec une contribution du public modérée par des bibliothécaires. Donc là encore, une contribution du public qui était beaucoup plus complexe. Je veux maintenant aller vers les difficultés et les freins qui se posent pour le développement de ce type de plateforme publique. On a quatre éléments qui me semblent importants à partager avec vous ce matin. Le premier, c'est qu'on a une priorité qui est donnée à la collaboration, à la coopération, je vous l'ai dit, entre les acteurs publics et des acteurs privés très différents. Et ce courtier qui est placé au centre et qui porte le service, il est appelé à poursuivre des objectifs divergents, voire contradictoires. Les services géoculture que nous étudions placent le développement des usages du grand public comme une priorité. Les services doivent permettre l'accès du plus grand nombre aux œuvres mises en ligne, c'est dit à de nombreuses reprises, mais le développement des usages du grand public n'est ni la seule, ni au fond la principale priorité de ces plateformes. Le financement des services est assuré par des subventions publiques à 100%, et l'État, l'Europe, la région, mais aussi chacune des institutions et chaque acteur impliqué dans le service peut lui assigner des objectifs qui sont différents. La mise en valeur du territoire, la mise en valeur des œuvres, celle des artistes, celle des structures culturelles, celle des professionnels de la culture. Donc on voit qu'on va avoir différents objectifs. Ils sont souvent complémentaires, mais ils peuvent parfois s'avérer contradictoires. Par exemple, l'objectif de valorisation du territoire poursuivi dans un but de développement culturel, de développement touristique, peut parfois se heurter à l'objectif de mise en avant de l'œuvre d'un artiste ou d'un écrivain. Un écrivain, il ne va pas toujours présenter les lieux d'une manière particulièrement favorable. Si vous lisez ce que dit Stendhal sur Grenoble, par exemple, ce n'est pas le plus grand, le plus grand promoteur de la ville, et ce n'est pas son rôle. Alors, deuxièmement, on a, et dans la continuité de ce qui précède, une fonction centrale de courtage informationnel qui est plutôt tournée vers l'amont de la filière que vers l'aval. C'est-à-dire, cette coopération, c'est une priorité, on place le développement des usages au second plan. L'étude des usages du site montre que les utilisations principales du service sont plutôt le fait de professionnels, de spécialistes, de chercheurs, de journalistes. Et cette spécificité des usages de la plateforme et la superposition d'objectifs et de priorités, on la retrouve assez fréquemment dans les résultats qui sont proposés par d'autres chercheurs. Je renvoie là un dossier des enjeux de l'information et de la communication de 2015 sur, par exemple, les dispositifs de collection patrimoniale qui ont déjà été étudiés. Donc, ce déséquilibre en faveur de l'attention portée en priorité sur l'amont de la plateforme constitue évidemment une grosse différence avec les plateformes privées, parce que dans les plateformes privées, on place le développement des usages
et l'usager lui-même au cœur de la stratégie de développement. L'usager est considéré avant tout comme un consommateur en puissance et le développement des usages de la plateforme permet d'obtenir, on l'a dit, une masse importante de données. Alors, troisième souci qu'on va avoir, les porteurs des plateformes publiques que nous avons étudiées doivent faire face à des négociations complexes. Et ces négociations complexes, elles se font avec les ayants droit, les producteurs de contenu. Alors, je renvoie là à un article, toujours dans les enjeux de l'information et de la communication, que j'ai fait en 2016 et qui détaille cette complexité, parce que je ne peux pas la détailler ce matin. Le quatrième point que je veux citer, c'est le fait que les services numériques innovants qui sont mis en œuvre, ils bénéficient d'une maturité technologique qui ne s'accompagne toujours d'une maturité des usages et d'une appétence pour le numérique des usagers. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi assez souvent et que d'autres chercheurs ont déjà analysé. La maturité technique des services, par exemple, de géolocalisation de contenu culturel, elle précède probablement le développement des usages réels. Plusieurs acteurs des services géoculture ont pointé un décalage important entre le public visé par les services et les pratiques numériques de ces publics. Si on regarde par exemple le grand public qui s'intéresse au tourisme culturel, c'est encore plus le cas dans le cas du tourisme littéraire, ce n'est pas obligatoirement celui qui utilise le plus facilement des terminaux numériques pour accéder au contenu. Nous, on a un public qui serait plutôt féminin, plutôt âgé, ce qui n'est pas le cas des utilisateurs d'applications. Les services publics numériques innovants, ceux qui les utilisent, ce sont plutôt un public jeune, un public masculin, et donc moins enclin à s'intéresser, par exemple, au tourisme culturel. Donc voilà, on a comme ça une sorte de décalage. Je vais conclure sur ces plateformes publiques de courtage informationnel. Elles se différencient donc, on le voit fortement, des plateformes privées, et les missions de service public qu'elles exercent permettent de qualifier cette fonction de courtier public informationnel autour de ces notions qui me semblent importantes de coopération, de valorisation, de dissémination, d'éditorialisation. Nous avons pu montrer par ailleurs que les plateformes alternatives aux acteurs dominants, c'est un article qu'on a publié l'année dernière avec Luviard dans TIC et Société, eh bien, elles connaissent un fort développement. On a de plus en plus de plateformes alternatives, un peu comme celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Et dans le cas de ces plateformes publiques, il me semble important et intéressant de noter les freins qui persistent, notamment au sein des professionnels de la culture, pour ouvrir plus largement à une participation d'un plus large public avec une vision qui reste encore très malrussienne d'une culture qui va du haut vers le bas et dans lequel on a du mal justement à construire et à trouver une participation culturelle qu'on retrouve dans d'autres types de plateformes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup pour le respect du timing et cette présentation très claire. Alors, je vais passer la parole maintenant à Valérie Croissant et Marie Cambonne. Je pense que Lucas doit être en train d'intervenir pour leur donner la main pour présenter leur PowerPoint. Donc, nous laissons la parole à Valérie Croissant du laboratoire Helico de l'Université Lyon 2 et Marie Cambonne du laboratoire Grézec de l'Université Grenoble-Alpes et qui vont du coup nous parler cette fois-ci des discours et des pratiques de la participation dans la construction des hiérarchies cinématographiques sur les plateformes de streaming VOD. Voilà, je vous laisse du coup 15 minutes et merci. Même chose, hein, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je crois que Marie a partagé le support de présentation. Alors, merci. Donc, hier, on a les sessions ont plutôt traité de la culture et des cultures, plus exactement, pour reprendre les termes de Yves Citon. On va maintenant vous proposer d'aller questionner la participation un peu plus du côté des industries culturelles et dans une liaison parfaite avec ce qui vient d'être dit par Olivier Tuilas, nous aussi, on va travailler sur les plateformes alternatives. Donc, il a terminé sa présentation en parlant de ça et nous, c'est ce qu'on va vous proposer aussi. Alors, on vous présente aujourd'hui quelques résultats d'un travail intermédiaire qui est en cours et qui prend place dans un projet collectif. Le projet s'intitule « Plateforme en Auvergne-Rhône-Alpes de diffusion de contenu culturel
enjeux économiques, enjeux de culture, enjeux de territoire. C'est un projet financé dans le cadre du PAC Ambition Recherche de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'étend de 2019 à 2022. Le projet, globalement, propose d'interroger les stratégies mises en place par des acteurs territoriaux face aux géants mondiaux du numérique dans le domaine de la production audiovisuelle, phonographique et vidéoludique. Donc, le contexte du travail en particulier qu'on vous présente aujourd'hui est posé plutôt par la recomposition mondiale du marché de la vidéo à la demande, un marché structuré par des acteurs historiques et qui voit l'arrivée de nouveaux acteurs issus de secteurs variés comme Apple TV+, ou Disney+. Cette concurrence féroce au niveau international ne doit pas faire oublier d'autres types de propositions alternatives, locales, privées, pour préciser là aussi, on reste plutôt sur des acteurs privés, auxquels s'intéresse en particulier ce travail. Donc le secteur de l'audiovisuel et du cinéma est intéressant à analyser car justement, la question de la participation n'est pas forcément centrale. Les systèmes de recommandation, de prescription qui le structurent relèvent le plus souvent de formes institutionnelles et hiérarchiques des référents culturels. La céniphilie, par exemple, en est un parmi d'autres, mais on trouve aussi le modèle du festival ou de la salle de cinéma. Il s'agit donc d'observer ici comment ces acteurs de l'audiovisuel, ces petits acteurs, on pourrait les qualifier de cette manière, s'arrangent, se saisissent de cette question de la participation pour structurer leur offre et construire leur rapport au public. Notre angle d'analyse est bien celui de l'appropriation et de la modélisation de la participation par certains acteurs de l'audiovisuel et la manière dont cela construit des collectifs culturels qu'on pourrait pour l'instant nommer des publics, avec ce terme un peu historique. Il s'agit de repérer, de questionner dans les modalités dispositives et discursives de la construction des référents cinématographiques sur 4 plateformes de vidéos à la demande francophone, les modalités de participation qu'on va vous présenter. En d'autres mots, de quelle manière ces acteurs se saisissent ou pas de cette injonction à la participation inhérente à la notion de plateforme et pour construire éventuellement une nouvelle pratique culturelle audiovisuelle. Donc c'est bien dans ce dialogue entre pratique culturelle et modélisation de la participation que l'on se positionne. Donc notre approche, que l'on pourrait qualifier de sémio-discursive, s'attache en fait plus simplement à l'analyse de l'énonciation à partir de l'espace de discours qu'est la plateforme en tant que dispositif numérique. Le dispositif numérique cumule ici les strates d'un espace d'identification de l'énonciateur, d'espace commercial de vente et de livraison du service, mais aussi d'espace culturel de présentation du catalogue, et peut-être aussi d'espace de participation et de construction des publics. C'est dans toutes ces dimensions que nous tentons de l'appréhender, d'appréhender le dispositif au prisme du rapport au public. L'hypothèse qui a guidé notre travail consistait à s'appuyer sur l'ancrage cinématographique de ces plateformes alternatives et du fait que c'est à partir de cet ancrage qu'elles construisent leur rapport au public. Les publics sont-ils d'abord des publics de salles de cinéma? Et de fait, on pourrait en déduire que la participation n'est pas dans le modèle culturel de ces plateformes qui se construisent sur des modèles plus classiques de l'audiovisuel et du cinéma. La proposition vise donc à percevoir la tension qu'il pourrait exister entre d'un côté une injonction presque technique de la plateforme à la participation portée par ce modèle organisationnel, éditorial et technique de la plateforme numérique, qui est finalement assez peu pensé par ces acteurs, et des modèles d'éditorialisation plus classiques du cinéma. Comment ces acteurs alternatifs résolvent-ils cette tension? Alors, là, on vous présente le travail de 4 plateformes. La particularité des 4 plateformes sur lesquelles nous avons travaillé est qu'elles se positionnent toutes comme des alternatives aux géants de la SVOD, en particulier de Netflix, avec pour chacune d'entre elles un positionnement éditorial fort et original. Voici par exemple ici les 2 premières. Je vais vous les présenter brièvement en affichant pour chacune d'entre elles les promesses de participation qu'elles affichent. Et Marie, dans la seconde partie, rentrera plus dans le détail des fonctionnalités de la participation. Alors Tenk, par exemple, propose un accès au cinéma documentaire d'auteur, un cinéma peu visible par ailleurs, avec une posture militante en lien avec le festival du film documentaire de l'USAS. Du point de vue de la promesse de participation, les abonnés de Tenk sont qualifiés de contributeurs, d'ambassadeurs, de réseauteurs, de messagers, de donateurs, de jurés, tout ce vocabulaire en fonction des communications encouragées sur la plateforme.
Donc, dans la promesse, on voit bien ici les différents statuts qui sont attribués ici aux usagers de la plateforme. On va voir ensuite comment ça se manifeste plus précisément. La Cinétech se présente comme la cinémathèque des réalisateurs, comme vous le voyez ici, car en effet, elle offre une double proposition. C'est un site web de contenu culturel assez riche, sur lequel on peut naviguer afin de parfaire sa culture cinéphilique, et une plateforme de vidéos à la demande sur laquelle on peut louer ou acheter des films dits patrimoniaux. Son principe, c'est que la sélection des films est construite par des réalisateurs du monde entier. En termes de promesses, la participation qu'on retrouve sous l'invitation « Contribuer » s'adresse en fait non pas aux usagers de la plateforme, mais aux réalisateurs. Donc là, il y a un positionnement, on va le voir, qui est assez problématique du point de vue de la participation. Sur les deux autres plateformes, qui sont donc Universiné et Mubi. Donc Universiné se présente comme l'alter ego de Mubi, qui lui est un site anglais. Universiné insiste sur son caractère ancien, elle existe depuis 2001 et elle propose de la VOD depuis 2007. Elle est donc un acteur historique du domaine. Les deux proposent une offre de films sur le modèle de la cinémathèque, s'adressant à des cinéphiles. Mubi est d'ailleurs qualifié dans la presse de Netflix des cinéphiles. En termes de promesses de participation, sur Universiné, on retrouve des fonctionnalités participatives de sites de recommandation de manière assez classique, c'est-à-dire la possibilité de donner son avis via une note ou un commentaire. Sur Mubi, cela semble un peu plus spécifique car la dimension communautaire est plus mobilisée. On affiche une communauté de plus de 8 millions de cinéphiles qui parlent de ce qu'elles regardent. L'internaute est invité à commenter, à partager ses découvertes, ce qui lui donne un peu l'air d'un café cinéma. Un endroit où on peut rassembler, parler, etc. C'est un espace de débat et d'échange qui serait bienvenu. Donc, à des échelles différentes, les promesses de la participation, ou plutôt, on pourrait qualifier d'ailleurs de contribution, des publics semblent présentes. On va voir plus précisément ce qu'il en est en termes de fonctionnalité. En effet, ce qui nous intéresse, c'est de quelle manière la participation prend forme concrètement dans certaines fonctionnalités du site, avec une attention particulière à la construction et à l'éditorialisation du catalogue. Les publics sont-ils partie prenante de la construction de l'offre culturelle, ou bien les modalités de contribution envisagées ne relèvent-elles finalement qu'une extension du service commercial tel qu'on le trouve dans toutes les plateformes, en fait. En quoi la participation sur des plateformes alternatives est-elle différente de celle des poids lourds qui conçoivent la participation principalement d'ailleurs sous une forme algorithmique? Donc, comme l'a dit Valérie, nos analyses montrent que ces 4 plateformes mobilisent dans leur discours des univers de représentation de la participation qui seraient facilités par les outils numériques. Mais nos analyses ont montré que le périmètre des fonctionnalités participatives que l'on retrouve sur ces plateformes est en fait très limité. Par exemple, les internautes ne sont pas invités à participer à la construction du catalogue ni à la programmation. Ces plateformes reposent vraiment sur un modèle de curation qui relève soit de la légitimité professionnelle des réalisateurs, c'est le cas pour la Cinétech, soit de l'expertise cinéphilique sur Mubi et Universiné, ou enfin, il reposerait sur le militantisme du cinéma indépendant. La participation se limite donc à la dimension de recommandation culturelle sur ces 4 plateformes. Nous avons observé 3 modalités de recommandation culturelle que nous allons détailler ici. Des fonctionnalités participatives qui reposent sur le modèle des médias sociaux. Une deuxième participation qui serait synonyme de crowdfunding. Et enfin, une proposition hybride entre un site de recommandation culturelle et une proposition commerciale, comme a pu le dire Valérie. Donc, c'est ces 3 typologies que je vais détailler maintenant. Donc, seules 2 plateformes proposent des fonctionnalités qui sont héritées du modèle des médias sociaux au sein de leur espace éditorial. C'est Universiné et Mubi. Ces fonctionnalités sont de type, sont la possibilité de noter un film par un système d'étoiles ou de likes, comme vous pouvez le voir ici, ou la possibilité de laisser un commentaire, donc finalement, de donner son avis. Mais au sein même des plateformes, ces fonctionnalités sont vraiment perçues comme secondaires par les concepteurs, puisqu'il faut cliquer à plusieurs reprises sur un film et scroller la page pour les atteindre.
Et d'ailleurs, comme vous pouvez l'observer sur la slide, ces fonctionnalités sont très peu utilisées par les utilisateurs. La capture d'écran reprend le film qui était à la une au moment de la capture, et on voit qu'il y a quelques notes et pas de commentaires, assez peu d'appropriation finalement de l'outil. Donc finalement, il semble que ces fonctionnalités participatives qui ont été identifiées comme un besoin nécessaire par les concepteurs de la plateforme de vidéo à la demande ne trouvent pas leur public ici. En revanche, on observe que sur toutes ces plateformes, la fonction de partage vers les réseaux sociaux, c'est-à-dire en dehors de l'espace éditorial, est présente. Et cette possibilité offerte de partager des contenus sur les médias sociaux est évidemment très courante, mais ici, elle prend un sens particulier, qui est celui de l'externalisation de la participation à la recommandation culturelle, mais ailleurs, sur d'autres plateformes et sur d'autres espaces que celui de la plateforme. Donc, sur ces plateformes, la prescription culturelle est assurée par les grands du cinéma et le public peut partager ses coups de cœur ou recommander sa playlist, mais sur ses propres médias. Sur l'une de ces plateformes, c'est sur Tank, participer signifie soutenir financièrement la diffusion de documentaires de création. Il s'agit donc d'une participation qui est quasi militante des publics. Et on aurait pu imaginer que ce militantisme aurait amené à offrir une place particulière au public et le faire participer activement sur la plateforme. Mais encore une fois, la prescription reste celle des professionnels du documentaire de création et le public n'a pas de voix sur cette plateforme. Finalement, je passe vite, mais il y a les détails dans les actes. Finalement, c'est Mubi qui propose la dimension participative la plus aboutie. Elle est à la fois une plateforme de vidéo à la demande et un site de critique de cinéma. On le voit à travers cette accroche, ce dont notre communauté de plus de 8 millions de cinéphiles parle et ce qu'elle regarde. Et à travers cette mosaïque de portraits qu'on retrouve sur l'interface. Ici, chaque inscrit, chaque utilisateur, même spectateur de VOD, est intégré dans une communauté. Et le terme est repris à nombreuses reprises, même si on ne connaît pas bien sa composition, ni son rôle, ni son implication réelle. Donc, on retrouve sur Mubi tous les codes de critique culturelle, mais cette posture éditoriale entre en contradiction avec l'argumentaire d'expertise et de cinéphilie qui était défendu par Mubi. Donc, on a une participation des publics qui est a posteriori et qui est limitée à la simple recommandation culturelle, voire au simple avis. Et cette recommandation qui est parfois externalisée en dehors de l'espace éditorial ou parfois en son sein, mais avec une posture qui est difficilement conciliable avec celle de l'expertise cinéphilique. Donc, on l'a vu, il s'agit de plateformes qui se positionnent sur un modèle de forte prescription culturelle qui serait réalisé par des professionnels de l'audiovisuel, et cela à la différence des plateformes mainstream. Mais il n'en reste pas moins des plateformes de diffusion qui reprennent les modèles des médias audiovisuels du XXIe siècle, qui intègrent très peu la dimension participative et la limite à l'aval. La participation y joue donc un rôle quasi anecdotique, alors que le vocabulaire employé dans les discours d'escorte relevait de cette dimension de partage et de communauté. Pour conclure, je rappelle que notre questionnement portait sur la capacité des acteurs de la vidéo à la demande à sortir d'un modèle classique et d'ouvrir leur modèle. On a vu que ces plateformes reposent à la fois sur des modèles historiques de prescription et sur un imaginaire de la participation comme nécessaire au fonctionnement de ces plateformes. Et pour des acteurs revendiquant des postures plus ou moins originales de défense d'un cinéma de qualité ou de création, on aurait pu s'attendre à une plus forte intégration des publics. Mais au contraire, on peut faire l'hypothèse que la posture des plateformes alternatives repose justement sur des modèles historiques de prescription, que sont les jurys de festivals, les programmateurs de salles de cinéma ou les critiques. Et que intégrer les publics comme opérant des choix dans la programmation reviendrait en fait à entrer dans le moule par un effacement de l'expertise culturelle.
Et si la participation est faible, c'est parce que la proposition éditoriale est forte, ce qui permet de proposer une offre alternative ou complémentaire qui se positionne en dehors d'un rapport consumériste du produit culturel qui supposerait que le public soit partie prenante de la construction de l'offre éditoriale. Donc, ces résultats sont ceux qui ont été déterminés donc, après l'analyse de plusieurs plateformes appartenant au champ de l'audiovisuel. Et l'on va maintenant essayer de proposer une même analyse sur des plateformes relevant du monde de la musique, des plateformes musicales, puisque le projet Paradig a pour projet en 2020-21, enfin sur l'année 21 plutôt, de questionner ce champ de la musique, et nous pourrons ainsi voir si les résultats que l'on a trouvés ici sont similaires à ceux du champ de la musique. On vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Marie et Valérie, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Laura Bousquet pour la troisième communication de cette troisième session. Alors, je pense que Lucas doit être mettre en place. Oui, je cherche juste comment partager mon écran en direct sur Facebook, converser. Alors, je vais vous présenter votre communication pendant ce temps-là. Donc, Laura Bousquet qui nous vient du laboratoire HELICO de l'Université Lyon 2 Lumière et de l'Université Gutenberg, et qui nous présente une communication qui traite des éditeurs à l'assaut des plateformes de lecture sociale entre renoncement, difficulté d'identification et rare succès. Eh bien, c'est à vous, Laura, vous avez 15 minutes. Alors, je vais mettre... Merci beaucoup, Virginie. Donc, avant de commencer, je voudrais savoir si vous voyez bien mon écran et si vous m'entendez, car j'ai apparemment des problèmes de connexion. Merci de la confirmation. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble de l'équipe d'organisation du colloque pour cette organisation remarquable, malgré les circonstances particulières dans lesquelles le colloque se déroule. Alors, ma communication va rester dans la droite lignée des deux communications précédentes, puisque on va rester dans l'univers des industries culturelles avec l'industrie du livre. Et un des phénomènes dont les nouvelles technologies ont été révélatrices, à savoir une participation et une intégration croissante du lecteur dans la chaîne de valorisation du livre. Un des outils principaux de cette intégration sont les plateformes de lecture sociale, qui sont construites autour de deux notions principales, à savoir d'un côté celle d'échange, aussi bien entre les utilisateurs qu'impliquant également les éditeurs et les auteurs, et celle de participation. C'est en effet de la participation des utilisateurs, des lecteurs, que ces plateformes tirent leur valeur dans la logique qu'évoquait Yves Citon hier de bottom-up, top-down, bottom-up. Alors évidemment, ce phénomène n'est pas restreint ni aux industries culturelles ni à celles du livre, mais il est particulièrement intéressant et révélateur de l'analyser dans une industrie aussi marquée à la fois par un fort besoin d'intermédiation et par une image culturellement et historiquement ancrée que celle du livre. Cette analyse d'un acteur traditionnel est révélateur des difficultés rencontrées par ces acteurs-là et des stratégies adoptées pour y répondre. Cette communication se propose d'aborder un type de plateforme de lecture sociale particulière, à savoir celle appartenant à des maisons d'édition en France, en Allemagne et aux États-Unis. À travers ce terrain international, nous allons aborder deux questions. Donc, quel bilan peut-on faire des tentatives des éditeurs d'intégrer le marché des plateformes de lecture sociale et quelles tensions entre un marché monopolisé répondant aux injonctions de l'économie numérique et les conceptions traditionnelles des fonctions éditoriales sont ainsi mises en lumière. Tout d'abord, je vais faire un rapide historique de la construction de ce marché et des tentatives de maisons d'édition sur les 3 marchés étudiés de l'intégrer. Ensuite, je reviendrai sur les difficultés rencontrées par les éditeurs et par les stratégies adoptées. Et enfin, nous verrons
quel est le rapport des professionnels de l'éditorial en particulier à la fonction de médiation et son influence sur leur gestion et leur utilisation des plateformes de lecture sociale. Mais avant cela, faisons un point sur la méthodologie utilisée. Donc, pour cette présentation, j'utilise un corpus de 36 plateformes qui est issu du référencement que je fais pour ma thèse qui porte sur l'ensemble des plateformes de lecture sociale dans les 3 pays. Donc, sur 110 plateformes, 36 appartiennent ou ont appartenu à des maisons d'édition et ont eu des fonctionnalités sociales. Pour récolter les données, j'ai réalisé une observation des plateformes telles qu'elles sont à l'heure actuelle, et aussi bien pour celles qui existent toujours que pour celles qui n'existent plus. J'ai utilisé les archives que vous pouvez trouver sur Internet Archive et des articles parus dans des médias spécialisés tels que Livre Hebdo ou Publishers Weekly. La communication d'aujourd'hui s'appuie également sur 9 entretiens réalisés avec 10 personnes travaillant dans des maisons d'édition qui possèdent toujours à l'heure actuelle des plateformes. Et enfin, la 3e partie s'appuie aussi sur des échanges informels que j'ai eus lors de prises de contact par email et lors de salons du livre avec des personnes travaillant à l'éditorial. Outre permettre à des inconnus d'échanger autour de leur lecture, les plateformes de lecture sociale sont aussi des outils de formalisation d'une pratique jusqu'ici extrêmement informelle, à savoir le bouche à oreille. Elles sont alors pour les professionnels de l'édition aussi bien des supports promotionnels que des outils de récolte des données sur les lecteurs et sur leur pratique de lecture. Elles captent la valeur de l'activité de consommation et de la participation des utilisateurs à des fins commerciales et se placent ainsi dans la lignée de l'émergence de la figure du prosumer et du passage d'un marketing de masse à un marketing ciblé. Comme le rapporte Louis Viard, ces plateformes sont nées à la fin des années 90 à l'initiative d'amateurs, de lecteurs, qui ont créé des forums pour échanger autour de leur lecture, donc sans but lucratif. Mais on constate une industrialisation poussée par l'injonction à l'ouverture au public au sein des industries culturelles, à la fin des années 2000, avec la création de start-up et de plateformes appartenant à des professionnels du livre, dont des éditeurs. Alors, la première plateforme de ce corpus qui a vu le jour est la plateforme allemande Lovely Books, qui a été créée en 2006 par un des 5 plus grands groupes internationaux, à savoir le groupe Holzbrink. On retrouve en 2008 la plateforme française, la première plateforme française Lecture Academy, lancée par une filiale dédiée à la littérature pour adolescents d'Hachette Roman. Et enfin, la première plateforme américaine a également été créée en 2008, également par le groupe Holzbrink, mais cette fois par sa filiale Tor Publishing. La plateforme s'appelle Tor.com. Ces 3 plateformes sont particulièrement symptomatique et révélatrice de l'hétérogénéité du corpus, parce qu'elle montre des degrés de sociabilité différents. Le corpus est divisé en 8 catégories, que je n'ai malheureusement pas le temps de vous décrire maintenant, mais je serais ravie d'échanger avec vous autour de ça si vous le souhaitez, qui vont des plateformes de lecture sociale les plus typiques, comme Lovely Books, qui vont permettre aux utilisateurs de créer un compte, de poster des critiques, d'ajouter des amis, de participer même à des lectures communes et de recevoir des services de presse gratuitement, à des plateformes que j'appelle vitrines, dont là, Tor.com est un parfait exemple, qui sont centrées autour du seul catalogue de leur éditeur propriétaire et ont des fonctionnalités sociales. Là, on voit l'ajout de commentaires, l'ajout de favoris, la possibilité de créer un compte. Mais ces fonctionnalités sont limitées. Sur Tor.com, par exemple, le contenu n'est jamais issu des utilisateurs, où il n'y a pas la possibilité d'ajouter des amis. Il faut également noter que beaucoup de plateformes, au fil des ans, sont passées d'une catégorie à une autre, avec une diminution des fonctionnalités sociales. On le verra par la suite, particulièrement avec Lecture Academy. Le marché allemand est caractérisé par sa domination par des plateformes appartenant à des éditeurs, ainsi que par sa constance et sa stabilité, puisque depuis 2006, 9 plateformes ont été créées et seulement une a disparu. Le marché américain a vu également peu de disparitions, 3 sur 13, mais on constate une disparition des fonctionnalités sociales et une forte présence des plateformes vitrines.
Il faut noter que ce marché est dominé, comme Françoise Claire l'a évoqué hier, par la plateforme Goodreads, qui appartient depuis 2013 à Amazon. Le marché français est, lui, dominé par la célèbre plateforme Babelio, qui est une start-up. Tout comme le marché américain, on y constate une disparition des fonctionnalités sociales au profit des plateformes vitrines. Mais la particularité du marché français est également un grand nombre de plateformes créées, 14, mais un nombre important de plateformes qui ont disparu, puisque 6 n'existent plus à l'heure actuelle. On constate alors un désengagement progressif des éditeurs français et américains, alors que les éditeurs allemands ont réussi à dominer le marché germanophone, notamment en investissant très tôt. En effet, ces plateformes évoluant dans ce que l'anglais Elation appelle le capitalisme de la plateforme, l'avance de 2 ans prise par le groupe Holtzbrinck avec Lovely Books sur ses homologues français et américains n'est pas négligeable. Ces plateformes mènent des guerres de territoire et sont poussées par leur système économique à monopoliser leur marché. Donc, quand en 2008, les premières plateformes françaises et américaines appartenant à des éditeurs ont été lancées, les leaders actuels de ces 2 marchés, Babelio et Goodreads, existaient déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et avaient déjà un public. Le marché était déjà monopolisé, ce qui a rendu très difficile pour les éditeurs de l'intégrer et ce qui rend toujours à l'heure actuelle le développement de ces plateformes difficile. Un autre point commun des plateformes françaises et américaines est leur concentration autour du catalogue de leurs propriétaires, qui se traduit notamment par une forte présence de l'image de marque de la maison d'édition, avec les logos très présents sur le site. Les plateformes allemandes, quant à elles, ont fait le choix d'avoir des catalogues aussi larges que possible et d'offrir des services payants, évidemment, promotionnels à des éditeurs concurrents. Cela permet, outre d'engendrer des revenus, d'éviter un sentiment de frustration chez les utilisateurs qui peuvent ajouter autant de livres qu'ils le souhaitent à leur liste de lecture sans restriction de catalogue. Enfin, les plateformes françaises et américaines sont caractéristiques de l'économie numérique par les changements constants et drastiques qu'elles ont eus au fil des ans, et qui vont vers une disparition progressive des fonctionnalités de sociabilité. On le voit là avec l'exemple de Lecture Academy. Donc, là, c'est une capture d'écran d'une ancienne version, malheureusement pas la première, mais elle est déjà très significative puisqu'on voit qu'il y avait la possibilité de participer à des forums. Alors, c'est un petit peu petit, je suis désolée, je vais vous décrire. On peut partager également la page sur des réseaux sociaux, noter le livre ou l'ajouter à des listes de lecture. Alors qu'actuellement, Lecture Academy n'est constituée que de publications de l'équipe d'Hachette Roman, qui suivent là un schéma assez commun. Donc là, on voit que c'est pour l'annonce de la parution d'un nouvel ouvrage. Il y a la couverture, le résumé, et malheureusement, la capture d'écran ne peut pas être assez grande, mais il y a à la fin du texte simplement quelques petites phrases d'Hachette Roman sur la pandémie, mais aucune possibilité pour les lecteurs d'interagir, de commenter ou d'ajouter un j'aime, par exemple. Là, il y a un onglet Mon compte en haut, mais il faut souligner que depuis plusieurs mois, il est en fait impossible de se connecter sans raison apparente. Donc, ces changements constants et drastiques n'ont pas permis l'identification des plateformes par les publics et, par conséquent, ont empêché leur fidélisation. On remarque donc que les éditeurs français et américains plus particulièrement ont fait face à des difficultés inhérentes à l'économie et au monde numérique, difficultés que ce colloque nous donne l'occasion d'explorer et qui, dans l'industrie du livre, se sont retrouvées renforcées par les conceptions traditionnelles que les professionnels de l'édition ont de leurs propres fonctions. En effet, bien qu'on ne puisse nier la prise en charge croissante de la fonction de médiation qu'observe Bertrand Legendre par les maisons d'édition, mon travail de terrain montre une absence d'intérêt de la part des personnes travaillant en éditorial, donc à la conception des livres, en ce qui concerne les réseaux sociaux numériques. Ils considèrent en effet que ces réseaux sont l'apanage et le domaine unique des pôles marketing et communication. Cela montre un cloisonnement très fort entre
l'éditorial, les départements de l'éditorial et du marketing dans les structures les plus importantes, et dans les structures plus petites, la concentration autour de la fonction de création de contenu. On voit là l'influence du champ littéraire tel que décrit par Bourdieu, par sa distinction entre le littéraire et le commercial. La capitalisation du travail des lecteurs et de leur participation, qui est inhérente aux plateformes qui ont les fonctionnalités sociales les plus développées, car elles sont capables de récolter des données sur les lecteurs, est ainsi en opposition avec la définition traditionnelle que les professionnels ont de leurs propres fonctions, mais également, comme le disaient Valérie et Marie, avec les hiérarchies qui existent entre les différents acteurs de l'industrie du livre. En choisissant d'utiliser leur plateforme uniquement comme support informationnel, les maisons d'édition reviennent alors à leur rôle de fournisseur de contenu, laissant ainsi d'autres acteurs assumer le rôle d'intermédiaire. En effet, mon observation de la présence en ligne de nombreux éditeurs ainsi que les entretiens menés montrent une volonté de faire appel à des acteurs externes possédant déjà un public, qu'il s'agisse de plateformes de lecture sociale ou de réseaux sociaux numériques généralistes. Ces derniers sont même préférés aux plateformes de lecture sociale car ils permettent de toucher un public plus large et de mettre en place une réintermédiation à travers le travail avec des influenceurs. Dans l'ensemble des entretiens réalisés, l'importance des partenariats avec les influenceurs a été soulignée. Il faut noter de plus que certaines plateformes sont uniquement dédiées aux influenceurs, comme NetGalley, qui est une plateforme à l'origine américaine, mais qui existe maintenant en France et en Allemagne également. Ces pratiques se placent dans la lignée des politiques d'externalisation des tâches et des compétences déjà observées dans l'industrie du livre. Ces politiques ont été accélérées, mais non pas créées, par les nouvelles technologies, et se traduisent par exemple à travers le nombre important d'éditeurs et d'éditrices travaillant en freelance, ou encore par l'émergence du phénomène de l'auto-édition. Au cours de cette présentation, nous avons vu quelques caractéristiques des stratégies d'acteurs traditionnels pour investir un type particulier de plateforme numérique et constater que ces stratégies sont aussi bien influencées par le marché et les logiques qui le construisent que par les conceptions que les professionnels de cette industrie ont de leur propre rôle. La réticence initiale des éditeurs français et américains à investir le marché des plateformes de lecture sociale a laissé le champ libre à de nouveaux entrants qui se placent ainsi en intermédiaire et contrôlent les interactions entre les différents acteurs de l'industrie du livre. Ma recherche se porte alors à présent sur les configurations sociales et culturelles que ces nouveaux entrants mettent en place et sur leur influence à la fois sur les pratiques de consommation, mais également sur celles de production dans les industries culturelles, à l'exemple du livre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laura. Et désolée pour les interventions de chat. Aléa du télétravail en visio. Alors, je vais passer la parole à Vincent Dulic maintenant pour la dernière communication de cette troisième session. Donc, Vincent qui va nous parler de la fabrique au marché de la participation culturelle, de quelques effets de la plateformisation. Donc, Vincent Dulic du laboratoire Grézec de l'Université Grenoble-Alpes. Donc voilà, je vois que le PowerPoint fonctionne tout à fait bien. Vincent, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez faire une petite tentative? Super, ça marche impeccable. Eh ben, c'est super. Alors, je vous laisse la parole pour 15 minutes. C'est à vous. Merci. Tout d'abord, je vais remercier les organisateurs de ce colloque médiatisé. C'est vrai que la situation n'est pas facile, surtout que ça se télescope avec des emplois du temps pour la plupart d'entre nous très, très chargés en cette période. Donc, encore une fois, merci pour l'organisation du colloque qui, pour l'instant, se déroule parfaitement. Alors, je vais vous parler quelques effets de la plateformisation, et j'ai intitulé cette communication « De la fabrique au marché de la participation culturelle ». Alors, j'espère que ça va marcher en PowerPoint. Alors, en introduction, je vais revenir sur une petite citation que j'ai prise dans la déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow. Alors, John Perry Barlow faisait partie des figures majeures de l'Internet dans les années 90 avec Richard Stallman et d'autres.
Et ce qui est intéressant dans cette citation mise en exergue, c'est que Barlow souhaite une indépendance du cyberespace et notamment une indépendance par rapport à ce qu'il dit, donc les gouvernements du monde industriel et les géants fatigués de chair et d'acier, en gros les industriels de ce qu'il appelle l'ancien monde. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose, mais ce qu'il dit explicitement, hein, vous qui êtes du passé, laissez-nous tranquilles. Et l'idée, c'était de construire un Internet à partir d'une utopie du libre et de faire un Internet qui soit acommercial. Alors, l'idéal n'a pas été respecté, évidemment. L'utopie, elle a fait long feu. Et depuis, en gros, une vingtaine d'années, on assiste à une critique de la marchandisation d'Internet. Donc, on est passé de l'utopie du libre à la critique du marchand. Et il y a notamment, alors là, je donne un ensemble d'auteurs hein, qui vont critiquer cette marchandisation d'Internet, notamment un ensemble d'auteurs qui vont caractériser les activités des internautes comme des activités productrices. Donc, Tiziana Terranova en 2001, Trevor Scholz en 2013, Antonio Casilli, qu'on va écouter tout à l'heure, dès 2015. Et puis, au niveau des sciences de l'information et de la communication, il y a tout un courant d'économie politique de la communication qui va s'attacher à comprendre les ressorts du capitalisme du 21e siècle et notamment à essayer de comprendre comment Internet va, à partir du mi-temps de la décennie 2000, va opérer une sorte de mouvement qui consiste à inclure de plus en plus les activités des internautes dans la production et la valorisation de l'économie numérique. Donc, je cite un peu pêle-mêle Franck Rébillard, Phil Bouquillon, Jacob Matthews, Yves Jeanneret, qui ne vient pas de l'économie politique de la communication du tout, mais qui va insister sur le fait que ce qu'on appelle les plateformes vont réaliser leur activité économique à partir de la participation des individus. Et puis un auteur qui vraiment insiste sur ce capitalisme des plateformes, qui est Nick Smisek. Bref, 20 ans qu'on critique cette marchandisation des activités des internautes, donc par extension, quelque part, cette marchandisation de la participation culturelle en ligne. Et l'objet de cette communication, c'est de soutenir cette thèse-là, hein, qui est largement partagée. En gros, ce que j'écris dans cette diapo, l'interposition croissante de dispositifs en ligne permettant une médiatisation au sens large de mise en média de la participation culturelle a pour conséquence de faire émerger des marchés spécifiques. Alors, qu'est-ce que sont des marchés spécifiques? C'est-à-dire de vastes réseaux de relations contractualisées en vue d'un échange de nature économique, ce que nous nommons les marchés de la participation culturelle. Alors, dans le cadre de cette communication, il s'agit d'identifier, de présenter des formes d'apparition contemporaine de cette marchandisation, ainsi que les logiques qui les gouvernent. Alors, c'est une communication qui reprend en grande partie une synthèse élaborée dans le cadre de mon dossier l'HDR. Celui-ci a été réalisé à partir de 16 études, soit monographiques, soit contrastives, réalisées entre 2010 et 2019. Je ne m'étends pas là-dessus. Les études, généralement, je les fais à partir de recherches documentaires qui portent sur les stratégies d'acteurs et les trajectoires des entreprises. Alors, soit à partir de documents internes, de documents de communication financière, de contrats, de corpus de presse. Et quand cela est possible, parce que c'est souvent compliqué d'avoir des entretiens avec les acteurs, j'essaye d'avoir des entretiens semi-directifs avec les personnels de ces entreprises. Alors, le plan, je vais le décomposer en 4 parties, hein, les 4 manifestations prégnantes, les 4 marqueurs hein, de la conjonction des phénomènes de plateformisation et de marchandisation de la participation culturelle. Premièrement, l'omniprésence des marques annonceurs. Deuxièmement, la sophistication des outils de mobilisation. Troisièmement, l'exploitation du résultat. Quatrièmement, l'expansion des réseaux de coopération. Et en conclusion, je reviendrai un petit peu sur cette idée de marqueur qui permet d'apprécier la portée des processus en cours, notamment du processus de marchandisation, afin de comprendre un petit peu ce possible devenir marchand de la participation. Alors, définition liminaire, avant de commencer, j'envisage ici la participation dans une perspective restrictive, c'est-à-dire je considère uniquement des activités en ligne ayant un rapport direct avec la production, c'est-à-dire production de contenu, que ce soit des petites formes ou des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire des formes de contenu qui ont une qualification juridique spécifique. Je considère également des activités qui constituent des auxiliaires à la production ou à la valorisation, et je vais considérer uniquement des activités qui sont médiatisées donc, par des plateformes numériques qualifiées de commerciales, c'est-à-dire que je vais laisser de côté des plateformes qui seraient
de services publics, un petit peu comme ce qu'Olivier a présenté, ou alors des plateformes directement liées à des administrations. Alors, deuxième élément de définition liminaire, la plateformisation. Pour moi, la plateformisation, c'est un processus, évidemment, qui résulte de l'agrégation de stratégies d'acteurs. Ces stratégies d'acteurs visent à la mise en œuvre d'une logique organisatrice. Qu'est-ce qu'une logique organisatrice? C'est un mode spécifique et cohérent d'organisation à la fois de la communication, de la production de cette communication et de la valorisation. Alors, quand je dis valorisation, j'entends de la, comment dire, de la mise en marché, c'est-à-dire comment cette production est capable de générer de la richesse. Alors, ce qui caractérise cette organisation en plateforme, ça se rapporte à, je mets 3 caractéristiques là, je pourrais développer, mais ce n'est pas le lieu. Donc, premièrement, pour moi, il y a la modularité, la distribution des fonctions productives, c'est-à-dire qu'une organisation en plateforme, ce n'est pas une chaîne de production séquentielle, comme on pourrait retrouver dans une firme traditionnelle, mais c'est une organisation qui va coordonner des activités d'intervenants qui sont souvent nombreux, qui sont souvent hétérogènes, et qui se rattachent au gestionnaire de plateforme via des liens d'affiliation. Cet ensemble d'acteurs, j'appelle ça le réseau de coopération. Deuxièmement, une organisation en plateforme, ça mène une activité d'intermédiation consistant en la coordination de multiples versants de marché. Donc, une organisation en plateforme ne vise pas une production autonome de biens ou services, ni même une intermédiation commerciale, c'est-à-dire le fait d'acheter des biens pour les revendre. Mais une organisation en plateforme vise un appariement automatisé de multiples versants d'utilisateurs par des propositions de valeur adaptées à chacun. Troisièmement, ce qui caractérise cette organisation en plateforme, c'est le rôle central du dispositif médiatique. Alors, un dispositif médiatique, c'est quoi? C'est un agencement d'éléments sémiotechniques et contractuels qui vise tout autant à la diffusion d'informations qu'à leur inscription et leur enregistrement en continu. C'est ça qui est important à prendre en compte, c'est qu'on est sur une communication qui est vraiment, pour le coup, bidirectionnelle. Pourquoi elle est bidirectionnelle? Précisément parce que les données numériques et leur traitement sont au cœur de l'organisation. C'est à la fois un facteur de production essentiel, c'est-à-dire que c'est grâce à ces données que l'organisation peut fonctionner, et c'est également une ressource valorisable en soi, c'est-à-dire qu'on va trouver des moyens de produire de la richesse grâce aux données récoltées. Alors, première des manifestations prégnantes de cette concomitance entre plateformisation et marchandisation, c'est la colonisation du cyberespace. Alors, le terme fait très daté, la colonisation du cyberespace par les marques annonceurs. Alors, dire que les marques annonceurs sont présentes sur Internet, ça relève du truisme, évidemment, depuis les premières pubs en 1994 jusqu'à vraiment le développement du marché publicitaire sur Internet au début des années 2000. On sait qu'évidemment, il y a de la publicité sur Internet, que ça participe au financement des entreprises et que ça participe à la monétisation, alors ce terme un peu laid, à la monétisation des activités des internautes. Donc, rien de nouveau là-dessus. Pour ma part, j'envisage la fonction des marques annonceurs par le prisme de la corrélation publicitarisation-dépublicitarisation mis en avant par Berthelot Guillet, Marty et Patrin Leclerc, c'est-à-dire la propension de la médiation marchande à d'une part s'échapper des cadres médiatiques dédiés et à d'autre part être le moteur dans la reconfiguration des messages publicitaires ainsi que des organisations qui les produisent et les diffusent. Donc, de mon point de vue, il faut aborder cette colonisation par la dimension économique et la dimension symbolique, c'est-à-dire voir comment les marques annonceurs ne font pas simplement diffuser de la publicité, mais s'impliquent dans le financement direct des activités et s'impliquent dans la conception même du contenu éditorial, précisément, en gros, pour pallier les possibilités de contournement de la publicité qu'on peut trouver sur Internet. Alors, j'ai étudié plus particulièrement 3 formes d'intervention dans la production des contenus qui vont contester la dichotomie qui était posée comme une règle, par exemple, dans la presse, entre le commercial d'un côté et l'éditorial. Il y a 3 formes d'intervention qu'on trouve énormément sur Internet. Le sponsoring, c'est-à-dire le financement d'opérations de communication. L'endorsement, c'est-à-dire des partenariats généralement à moyen terme qu'on fait avec certains producteurs de contenu. Et le native advertising, qui est une forme un peu nouvelle de marquer sa présence sur les réseaux pour les annonceurs. Alors, les annonceurs, ils ne font pas simplement
que diffuser des messages publicitaires, mais ils deviennent des acteurs qui financent, qui s'investissent dans le contenu éditorial. Et ça, ce n'est pas le fait du hasard du tout, précisément parce que les gestionnaires de plateformes ont occupé une fonction d'entremise entre des producteurs de contenu d'un côté et des marques annonceurs de l'autre. Alors, ça se passe au travers d'organisations d'événements, ça se passe par du management, il y a du coaching pour les producteurs de contenu qui fait qu'on a comment dire, volontairement procédé à un rapprochement entre les marques annonceurs et les producteurs de contenu. Donc, premier marqueur, les marques annonceurs s'instituent en acteurs de la participation culturelle. Deuxième marqueur de cette mise en marché de la participation, la mobilisation des internautes. Alors, on voit toute une série d'éléments sémiotechniques qui sont destinés à susciter l'usage, puis orienter les comportements des utilisateurs. Éléments sémiotechniques que mettent évidemment la plupart des plateformes en place. Alors, dans une, comment dire, dans une version un petit peu soft, on voit moi j'appelle ça des opérateurs de mise en activité. C'est tout ce qui va être alerte, notification, envoi de mail, envoi de rappel, envoi de report. Et puis dans une version un peu plus hard, c'est-à-dire où on demande un engagement ou une implication un peu plus forte de la part des internautes, on peut parler d'agencement logistico-managériaux. Alors, à quoi ça sert cet ensemble sémiotechnique, ces opérateurs de mise en activité? Comme on l'indique, à mettre en activité. Et comment on fait pour mettre en activité? Premièrement, par l'évaluation constante de l'engagement des participants, c'est-à-dire qu'on observe, tout le monde le sait, une omniprésence de la quantification, des métriques, des mesures d'activité. On observe également une gamification, une ludicisation, si vous préférez la version francisée, des activités, c'est-à-dire qu'on chiffre constamment les performances afin d'inciter à l'utilisation, et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a là une mise en compétition ou une mise en concurrence des différents participants? Deuxième point, il y a une division technique de la participation. Alors d'habitude, on emploie cette formule syntagme pour parler de division technique du travail. Là, on est sur des choses qui s'en est même pas beaucoup. Je dirais donc une division technique de la participation, c'est-à-dire qu'on assiste à la mise en place d'agencements qui sont des agencements logistico-managériaux qui définissent des cadences de production et des niveaux de rémunération. Alors ça, c'est très, très visible au travers des tableaux de bord, au travers de la conduite des activités, telles que, par exemple, une plateforme comme YouTube peut l'imposer. On assiste donc à un pilotage automatisé des activités par les gestionnaires de plateformes, avec cette règle qui est que les performances passées déterminent les performances à venir et qui déterminent elles-mêmes les revenus des producteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, quand on étudie les algorithmes, par exemple, de recommandation ou de mise en visibilité qu'on trouve sur YouTube, on s'aperçoit que la mise en visibilité ou la recommandation est indexée sur les performances passées. Donc, il y a des sortes d'effets d'entraînement un petit peu qui se produisent, soit des effets d'entraînement ascendants, c'est-à-dire que plus ça marche, plus ça va marcher, soit des effets d'entraînement au contraire descendants, c'est-à-dire moins on est vu, moins on va être vu. Troisième point, on assiste. Vincent, je suis désolée, je vais vous demander d'accélérer puisque on a déjà dépassé les 15 minutes. Oh là, d'accord. Donc, troisième point, la professionnalisation de la participation. Là aussi, il y a des pressions exercées pour une montée en compétences, une montée en gamme des contenus proposés. Et il y a donc des nouveaux rapports qu'on pourrait qualifier de rapports de production avec la généralisation du statut d'entrepreneur. Donc, on peut se poser la question, participer, c'est travailler. J'en sais rien, en tout cas, participer, c'est générer de la valeur. Troisième point, l'exploitation des produits de l'activité. En gros, des produits de l'activité, il y en a trois. Il y a les contenus. Premièrement, les contenus, la plupart des CGU nous montrent que les contenus sont pas appropriables, mais en tout cas que les plateformes s'octroient un droit d'utilisation de la plupart des contenus. Ils s'octroient également, les plateformes, un droit d'utilisation des signes distinctifs, c'est-à-dire le nom, le pseudonyme, l'image, la voix. Et enfin, ils s'octroient un droit d'utilisation exclusif de l'utilisation des données. Il y a donc un caractère léonin des contrats quand on étudie les CGU et un octroi abusif des droits d'utilisation des produits de l'activité. Quatrième point, très rapidement, on assiste à une expansion des réseaux de coopération. C'est-à-dire qu'en gros, ces différents réseaux qui sont coordonnés par les gestionnaires de plateformes, on voit de plus en plus de participants. C'est-à-dire qu'il y a des agents financiers comme Ulule, des auxiliaires transactionnels qui apparaissent, des adjuvants à la création, des agences de valorisation, des agences de stratégie digitale, des acteurs techniques d'aide, des acteurs qui proposent de la production d'analytics. Bref, c'est toute une économie
qui se nourrit de la participation culturelle, et on assiste donc à des vastes mouvements de réintermédiation qui va dans le sens d'une inclusion dans des rapports marchands. Alors, j'avais mis une petite diapo pour vous montrer un petit peu comment ça se passait au niveau du native advertising, cette arrivée massive d'entreprises. En conclusion, 3 points très rapides. Premièrement, si je mets l'accent là sur la dimension marchande des activités, il ne faut pas réduire évidemment la participation culturelle à cette mise en marché. Il y a forcément beaucoup de choses à prendre en compte et tout ne se réduit pas à ça. Il y a une vraie question sur le continuum quant à la qualification des activités des internautes entre des externalités, du travail non reconnu comme tel ou alors du travail à la tâche. On voit qu'il y a différentes gradations de l'implication, de l'engagement et surtout du rapport des activités au procès de production. Enfin, ce que je voulais souligner, c'est que si on veut apprécier la marchandisation des activités, il ne faut pas se focaliser non plus que sur les activités des internautes. Pour approfondir la recherche, on peut considérer également l'émission de rapports marchands dans le cadre d'activités de loisirs hors ligne. Ça permettrait d'isoler le paramètre médiatisation afin d'apprécier le rapport logique entre plateformisation et marchandisation, voir si c'est un rapport de concomitance, un rapport de corrélation, de causalité, de nécessité, etc. Enfin, dernier point, et je m'arrêterai là, le rapport entre marchandisation et enjeux démocratiques. Alors, les marqueurs identifiés mettent en avant la capacité des acteurs industriels à orienter le devenir des activités de participation culturelle en ligne. À cet égard, ils manifestent la subordination au cours de certaines formes de participation aux finalités marchandes. De mon point de vue, si on veut conserver des aspirations démocratiques, il faut développer un service public de la culture sur Internet, ainsi que l'a présenté par exemple Olivier dans sa présentation de début de session. Voilà, je vous remercie et je prie de m'excuser pour ce dépassement de temps. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup. Alors, nous avons déjà quelques questions dans les questions et réponses. Je vais commencer par une question qui s'adresse à Olivier Tulas et qui est posée par Sarah Labelle. Alors, voici la question pour Olivier. Dans quelle mesure l'analyse que tu as présentée repose sur une essentialisation des usages entre les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tourisme de loisirs, tourisme littéraire, et quelles enquêtes sur les pratiques des dispositifs avez-vous menées? Je n'ai pas compris la question. Tu peux me la redire? Oui, tout à fait. La première partie de la question se demande dans quelle mesure l'analyse qui a été présentée repose sur une forme d'essentialisation des usages ou des publics, c'est-à-dire une catégorisation, on va dire, sociodémographique. Et la deuxième partie de la question demande si des enquêtes sur les pratiques des dispositifs ont été menées ou sont prévues. Oui, alors la difficulté qu'on a sur les services géoculture, c'est que justement on a un traitement des données qui essaie d'être respectueux. On ne récupère pas les données des publics, on récupère très très peu de choses, juste des statistiques de visite, des choses comme ça. Donc on écarte volontairement un traitement des données qui ne nous permet pas, en tant que chercheurs, évidemment, d'aller très loin là-dessus. Sur les pratiques, l'ensemble des personnes qu'on a pu interroger permettent quand même de donner un certain nombre de points. C'est ce qu'on a fait avec un questionnaire. On a eu un questionnaire d'utilisateurs, donc on a eu à peu près 150 réponses sur le questionnaire utilisateur qui a pu quand même nous donner un profil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière un service qui pourrait être destiné à un très grand public et une application que chacun pourrait utiliser en se promenant n'importe où et en voyant comment le lieu où on est a été représenté par des artistes. Au fond, on a avant tout des professionnels qui utilisent ce service. Ça va être des chercheurs, ça va être des professionnels du tourisme, des journalistes. En tout cas, on n'a pas ce
ce grand public rêvé qu'on imaginerait. On a été, après, les porteurs de la plateforme ont été beaucoup sollicités par l'éducation nationale, par exemple. Il y a eu beaucoup de partenariats avec des utilisations, évidemment, dans des cadres pédagogiques. Donc, on voit que les utilisations sont plutôt des utilisations dites professionnelles ou de nécessité, beaucoup plus que des utilisations grand public. Mais au fond, on n'est qu'au début de ce type de plateforme-là, et on sait qu'on a des perspectives de développement qui sont importantes, notamment pour tout ce qui est porté par les infrastructures de transport. Les SNCF, pour la mobilité en Île-de-France, par exemple, ils ont envie de développer ces types de choses pour de la géolocalisation de contenu culturel, donc des services qu'ils proposeraient à leurs utilisateurs. Et je pense que si c'est pris en charge par la SNCF ou par des constructeurs de voitures autonomes, par exemple, on aura des usages qui se développeront beaucoup plus fortement que ça l'a été pour l'instant. Je ne sais pas si je réponds à la question. Lucas, est-ce qu'il est possible de donner la parole à Sarah Labelle, si on peut avoir un petit échange éventuellement? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, mais merci beaucoup. Oui, enfin, alors c'est vrai que quand on pose la question comme ça, et j'ai essayé de faire court, donc ça a peut-être été, ça vous paraissait peut-être un peu brutal, mais non, votre réponse me paraissait, enfin, me convient parfaitement. C'est vrai que, comment dire, j'avais eu l'impression à un moment donné dans votre présentation qu'il y avait une sorte de dichotomie très forte entre des pratiques, comment dire, genrées, générationnelles, etc. Et de ce fait-là, je m'étais demandé, alors je sais bien pour l'avoir vu par moi-même aussi, que c'est vrai que c'est souvent des professionnels de la culture qui utilisent les dispositifs prévus pour les dispositifs culturels. Mais voilà, je me demandais si c'était, enfin, s'il y avait une enquête dessus, mais voilà, vous avez répondu. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, est-ce que j'ai une question pour Marie Cambonne et Valérie Poisson de la part de Sébastien Appiotti. Je veux bien lui laisser la parole s'il veut la poser en direct, si Lucas peut lui donner la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, très bien. Alors, ma question va être courte, je vous rassure. Déjà, je tenais à vous remercier pour la présentation et l'approche sémio-discursive que vous proposiez. Et dans la question que j'ai formulée à l'écrit, en fait, je me demandais si, dans le cadre du projet Paradigme, vous aviez prévu des entretiens avec les concepteurs de ces 4 plateformes que vous avez présentées et ou des entretiens avec des utilisateurs de ces plateformes un petit peu pour sonder leur grammaire de reconnaissance des formes, on va dire des degrés de participation culturelle que vous avez présentés aujourd'hui. Merci. Merci pour ta question. Effectivement, les entretiens étaient prévus au printemps 2020, juste après l'analyse sémiotique était plutôt réalisée à l'automne. Effectivement, de fait, on était très partant pour faire ces entretiens, d'autant plus qu'ils étaient à Paris, Londres et Palo Alto. Bon, on a du coup revu nos ambitions à la baisse et on ne désespère pas de les réaliser. On va peut-être les faire en visio, mais l'idée était effectivement de confronter nos analyses avec les discours des concepteurs. Et pour l'analyse des usages, on va plutôt se focaliser sur les usagers de Tank, qui sont un partenaire privilégié du projet Paradigme et pour lesquels on a des contacts très forts avec Tank. On a accès à leur Google Analytics. On commence des analyses d'usage. Ils avaient fait un questionnaire. On va certainement en faire un deuxième. Mais voilà, on se concentrera sur les publics de Tank pour la partie usage. J'espère avoir répondu. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons une autre question pour Valérie Poisson et Marie Cambonne de la part de Samuel Gantier.
est-ce qu'il est possible de lui donner rapidement la parole ou est-ce que je pose la question, je livre la question? Super. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Ça va un petit peu dans le même sens de ce que vous venez de dire sur l'analyse des usages, à savoir que l'analyse sémio-discursive que vous menez a l'intérêt d'analyser finement les traces de ce qu'on voit à l'écran. Néanmoins, les obstacles sociotechniques par les acteurs, à savoir les architectes qui utilisent, je pense notamment au CMS qui les bride, puisque qui dit petits acteurs veut dire moyens limités. Et donc, il y a forcément un décalage entre l'aspect discursif, donc des discours d'escorte, la réalité des pratiques qu'on peut observer et, on va dire, les ambitions éditoriales ou les velléités, ce qui n'enlève rien aux freins que vous avez soulevés. Donc, ma question, c'était plutôt, est-ce qu'il n'y a pas une complémentarité dans l'analyse sociotechnique des architectes et leur mise en œuvre en termes de design? Oui. Merci Samuel. Oui, bien entendu. Alors, la difficulté, c'est que ces informations sur les architectes, on ne les aura pas forcément sur toutes les plateformes. Donc, en fait, on va les travailler particulièrement avec les plateformes avec lesquelles on a le partenariat dans le cadre du projet, c'est-à-dire celles qui sont situées en Rhône-Alpes, avec lesquelles on a un partenariat qui nous permettent l'accès à toutes les modalités. Vincent peut compléter, puisque je rappelle que Vincent est directeur de ce programme aussi, donc il peut aussi répondre aux questions avec nous. Mais voilà, l'idée, c'était qu'on a des partenaires privilégiés qui vont nous donner accès à toutes les infrastructures, à la manière dont ils travaillent, à leurs prestataires techniques, ce qu'on n'aura pas forcément pour toutes les plateformes qu'on a évoquées aujourd'hui. Si tu veux compléter, Vincent? Non, je crois que tu as tout dit, hein, c'est exactement ça. C'est qu'on l'aura pour Tank, on l'aura pour une autre plateforme qui est également un des partenaires économiques. Pour les autres, ça va être compliqué. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, le fait de passer par les prestataires techniques, notamment Kino, ça va nous permettre d'avoir une base qui est dupliquée. On voit que c'est le même prestataire pour Tank, mais également pour la Cinémathèque, etc., etc. Donc ça permet d'avoir quand même une vue d'ensemble. En sachant aussi que ce qu'on aura sur Tank ne sera pas représentatif de l'ensemble des plateformes, parce que Tank est quand même engagé dans une réflexion poussée sur son modèle économique et éditorial. Il a associé plusieurs chercheurs, il est en train de travailler sur le web design de la plateforme, etc. Donc, c'est un cas un peu particulier qui ne nous donnera pas forcément la situation globale des plateformes, de ces plateformes en tout cas. Oui. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui, c'est-à-dire que je pense que le coût, puisque sur le paradigme socio-économique qui est davantage le vôtre que le mien, le coût pour avoir un UX design qui correspond aux stratégies des acteurs et à leur volonté politique de médiatiser leur catalogue est parfois négligé selon moi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la mesure, peut-être dans les SIC, de la difficulté à mener un projet en design pour les plateformes qui répondent à ces velléités, ce qui n'enlève rien à tous les freins en termes de positionnement éditoriaux des instances d'énonciation. Mais il y a un coût qui peut sembler assez simple quand on voit à l'extérieur les CMS ou simplement le fait que n'importe qui peut mettre de la vidéo en ligne sur Vimeo et créer sa chaîne. Donc, donne le sentiment que la vidéo à la demande est massivement accessible. En réalité, dès lors qu'on veut y associer des fonctionnalités plus élaborées, c'est un coût industriel qui nécessite de dépasser une échelle auquel le peuvent aujourd'hui les acteurs alternatifs ou, comment les nommer économiquement, mineurs, on va dire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que Tank est dans une position particulière parce qu'il a su aller chercher des collaborations scientifiques, notamment pour faire ses analyses, pour faire ses enquêtes et pour repenser le design de son site en fonction de ce qu'il voulait stratégiquement. Donc, c'est vraiment un cas particulier parce qu'il s'est mobilisé malgré les moyens que vous évoquez, qui ne sont pas les moyens des grandes infrastructures où on va optimiser effectivement tous les aspects de l'ergonomie, de l'interface, des fonctionnalités. Malgré tout, la Tank est quand même en train de développer une vraie stratégie pour penser ses usages, l'accès à son catalogue et son web design, avec des moyens, c'est-à-dire des moyens de la recherche publique, puisque c'est des collaborations avec des laboratoires publics et des financements régionaux. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour Vincent Bulic de la part de Sarah Labelle. Si elle est toujours connectée, peut-être que je vais lui laisser la parole pour lui poser directement.
Oui, bonjour Vincent. Oui, en fait, c'était à propos des opérateurs de mise en activité. Je trouve que voilà, c'est vachement intéressant de regarder cette question-là. Je me demandais si tu avais un peu travaillé sur la dimension procédurale, c'est-à-dire dans quelle mesure justement cette mise en activité des publics reposait sur une procédure et sur la façon dont cette procédure apparaissait dans des formes sémiotechniques sur les plateformes que tu étudies. Alors, salut Sarah, pour répondre à ta question, oui, ça fait partie d'une procédure ou d'un protocole qui est mis en place, qui est en partie automatisé, etc. Après, je ne suis pas rentré dans une analyse extrêmement poussée, type observation, pour voir à quel point ça pouvait avoir un effet sur les utilisateurs. L'idée, c'est simplement de rester, je reste quand même du côté qui est le mien dans l'analyse, c'est-à-dire du côté de la production du service, et de voir que c'est devenu un élément sine qua non à la mise en place des plateformes commerciales. Oui. Oui, non, c'est parce que je me disais en fait, c'est parce que c'est une question que je me pose, c'est comment justement on voit cette procéduralisation en fait de l'activité et qu'est-ce que ça recouvre vraiment quand on dit ça, dans la continuité de ce qu'avait initié Yves Jeanneret en fait, à la fin de ses travaux, il y avait vraiment cette idée de procéduralisation et je pense que c'est une piste intéressante. Et effectivement, toi, je sais bien que tu es de ce côté socio-économique, mais comme en fait, ça a vraiment un enjeu sur la création de valeur, comme toutes les communications là viennent de le montrer, voilà, je me demandais si tu avais réfléchi ou tu avais vu des trucs, quoi. Tout simplement. Alors, réfléchis un petit peu, vu des trucs, pas tant que ça, mais effectivement, je pense qu'il y a là une complémentarité des travaux. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Merci beaucoup. Olivier, je ne sais pas, est-ce que tu as encore une petite minute pour répondre à une question ou pas? À ton micro. Oui, après, il faut que je pose. Ok. C'est une question qui est du coup qui est de moi. Donc, voilà. Tu as relevé des effets de duplication et de dissémination dans ton travail concernant du coup ces plateformes qui relèvent de missions de service public quant à la participation culturelle. Est-ce que tu as observé des phénomènes de mutualisation au-delà de la dissémination? Est-ce qu'on partage dans ce cadre-là? Alors, on peut avoir des phénomènes de mutualisation. Les phénomènes de duplication, de dissémination, ils sont très importants sur les plateformes alternatives. Pour les cas qu'étudient nos amis en Auvergne-Rhône-Alpes, ils vont en effet retrouver toujours les mêmes prestataires pour des gens qui font de la SVOD. C'est facile aujourd'hui de lancer une plateforme de SVOD parce qu'au fond, il y a des sites en marque blanche. Les prestataires vont vendre un site en marque blanche qui utilise exactement les mêmes fonctionnalités pour d'autres. Ce que je trouve intéressant, un travail qu'on vient de terminer avec Philippe Bouquillon et Louis Viard, c'est par exemple sur la question des plateformes de billetterie. Alors, ça peut être intéressant pour nos amis en Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'en l'occurrence, c'est à Saint-Étienne que ça se passe. On a des acteurs de la billetterie qui se sont mis ensemble pour créer une société coopérative d'intérêt collectif pour créer justement une plateforme de billetterie qui leur permet de vendre eux-mêmes leurs billets de spectacle plutôt que de passer par des prestataires. Donc, en général, on a plutôt un acteur qui arrive en premier et puis qui peut disséminer pour d'autres. Ce qui était intéressant dans les services culturels numériques innovants tels qu'on a pu les avoir, nous, avec le service Géoculture, c'est que le ministère va demander à ce qu'il puisse y avoir justement des formes de duplication, de dissémination, de partage d'expériences, mais aussi de partage de coques techniques telles qu'on les retrouve, évidemment, on les retrouve aussi beaucoup, vous le savez, en bibliothèque, avec des choses comme Omeka, par exemple, mais
Mais en tout cas, oui, oui, il y a des choses de ce type-là. Ça ne se fait pas de manière systématique. Souvent, il y en a un qui a fait et puis il va partager avec d'autres. Mais que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics, ils ont toujours intérêt soit à dupliquer de manière claire, soit à faire des sites en marque blanche, c'est-à-dire à ne pas apparaître véritablement. Si vous regardez les plateformes de SVOD, vous voyez bien qu'elles se ressemblent toutes un petit peu, mais le prestataire n'apparaît pas toujours très, très clairement. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, Olivier. Est-ce que vous souhaitez répondre? Faire une remarque ou pas? Non? Alors, là, je parcours, je n'ai pas d'autres questions. Je vais juste poser une toute dernière question à Marie et Valérie sur les plateformes de VOD et sur du coup, ces plateformes qui cherchent à construire un rapport avec le public et du coup qui poussent qui montrent une injonction à la participation. Est-ce que dans vos travaux, vous vous êtes intéressé à Vodcaster? Est-ce que vous l'avez écarté délibérément ou pas, cette plateforme qui du coup s'est construite sur justement l'échange, l'échange d'extraits de films et sur la microcritique, cette détail d'un tweet, et qui en fait petit à petit s'est fait exclure du marché par les grands acteurs commerciaux. Alors, on me souffle à l'oreille qu'un des membres de Paradic a déjà travaillé sur cette plateforme dans sa thèse. Et c'est vrai que là, ce n'était pas le sujet, puisqu'on était au départ, ce projet est vraiment porte sur des plateformes en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'idée, c'est on est parti de ce terrain, c'est pour ça. Et ensuite, on a essayé avec une dimension comparative, mais de choses plutôt comparables. D'accord. OK. Très bien, ce sera pour une suite éventuellement. Exactement. Super. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier toutes et tous pour vos communications très riches et pour le débat qui a suivi. On va faire la pause et donc, du coup, on va se retrouver à 11h30 pour l'intervention d'Antonio Casilli et de Maud Simonet. Et donc, du coup, il faudra que tout le monde se reconnecte sur l'autre lien du webinaire que vous avez sur le programme. Donc, on se retrouve à 11h30 pour la suite de cette matinée. Merci beaucoup à tous. Et...